Tout marche, on dirait. Il y a du son, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Salut les amis. Je vérifie toujours tout avant parce que je merde tellement. J'oublie toujours un truc. De toute façon, c'est pas compliqué. Il n'y a pas une vidéo que je recommence pas au moins 2 fois. Donc là, je vérifie tout. Je suis aux aguets. Bon, on continue sur l'ampli de Nico Shona. Le PP50, le virtuose, comme appelé ici, là. Le PP50, amplificateur hi-fi de 50 watts. Attention, hein. Hi-fi, hein. Hi-fi pour l'époque. On est en... Nico m'a dit que en fait, l'ampli avait été fait en 67. Et les factures de 70 qu'on a, c'est parce qu'ils avaient fait des changements de transfo. Donc c'est intéressant parce que c'est peut-être à cette époque-là qu'ils ont mis un deuxième transfo dedans. Peut-être que le premier transfo n'était pas assez costaud. Qu'ils ont mis un deuxième transfo et qu'ils ont laissé le premier transfo branché bêtement comme ça. Je sais pas. Je sais pas, j'invente, hein, mais je cherche toujours une explication à la présence de ces deux transfos d'alimentation, mais je ne trouve pas. Donc, nous avons un amplificateur hi-fi de 50 watts. Alors, quand j'étais jeune, que j'avais un truc comme ça à faire, je partais bille en tête sur le truc, et puis au bout d'une heure, je me disais, bon, il faudrait peut-être quand même que je regarde le schéma, parce que là, j'y arrive pas. L'âge faisant et la sagesse venant, soi-disant, maintenant, je ne fais plus ça du tout. Ça fait des années que je ne fais plus ça du tout. Je ne pars plus bille en tête sur un projet. J'étudie le schéma avant de faire quoi que ce soit. Ce qui est quand même assez logique. Mais bon, quand on est jeune, il faut, on veut y aller, quoi. On veut en bouffer. Donc, on va étudier le schéma ensemble. C'est un amplificateur donc de 50 watts avec 2 EL34. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le schéma. J'ai reconstitué le schéma ici avec du scotch parce qu'il était en mauvais état. Bon, malheureusement, ici, il en manque un bout. Tant pis, hein. De toute façon, on peut reconstituer un peu ce qui manque. Donc, il n'y a pas de problème. Et on va voir que c'est plus qu'un ampli guitare, c'est un ampli de sonorisation en fait. Je vous lis l'introduction du texte là, et puis je vais vous commenter ça. Il est parfois nécessaire, dans le cas de sonorisation de salles de dimensions importantes ou de sonorisation extérieure, de disposer d'un amplificateur délivrant une grande puissance modulée. Le Virtuose PP50 répond parfaitement à cet emploi. Bien entendu, il peut être également utilisé à puissance moyenne comme amplificateur hi-fi d'appartement, avec tous les avantages d'un ensemble qui travaille bien en dessous de ses possibilités maxima. Alors vous voyez le truc, amplificateur d'extérieur, amplificateur de forte puissance. On est quand même sur 50 watts. 50 watts. Et pour l'époque, c'est un amplificateur puissant. Maintenant, on a des milliers de watts, même des dizaines de milliers de watts sur les grosses sonos. C'est dire un peu la difficulté qu'on avait à l'époque. Et moi, j'ai connu la fin de cette époque. Moi, quand j'ai commencé à jouer dans un groupe, j'avais 16 ans. Il y avait déjà des sonos à transistor. Le chanteur pouvait être repris par la sono, etc. Mais en 60, dans les années 60, on était encore sur la lampe et sur des puissances assez faibles, parce que pour sortir des grosses puissances en lampe, il faut un paquet de lampes en parallèle. Par exemple, si on veut 150 watts, il faut 6 EL34. En parallèle, ça commence à être quelque chose qui chauffe, qui est lourd, etc. et qui devient très embêtant, en plus, qui peut tomber en panne facilement. Bref, c'était pas évident. Et là, on a un ampli qui n'est pas un ampli guitare. C'est un ampli général, on va dire, pour le groupe. C'est un ampli de sonorisation, en fait.
sur lesquels les guitaristes vont se brancher. Quand je dis les guitaristes, c'est la basse compris. Le chant, et on a une entrée pour une tête de lecture, pour un pick-up. À l'époque, on appelait ça des pick-up, à tête cristal, pour lire les vinyles. On a donc un ampli toute fonction, multifonction. C'est aussi quasiment une table de mixage, puisqu'on va voir qu'on a un étage de mélangeurs et qu'on peut régler les niveaux indépendamment les uns des autres. On est typiquement dans les années 60 où on a un petit ampli de 50 watts qui fait tout, qui fait la sono du groupe, qui fait l'amplification des guitares, qui fait l'amplification des voix, qui fait l'amplification des lecteurs de disques vinyles à tête cristal, hein, on appelle ça aussi piezoélectrique. Les cellules magnétiques viennent un peu après celles qu'on connaît, nous, en Hi-Fi, pour la lecture des vinyles. Ces cellules-là viennent après. Donc, on a quelque chose qui est complètement atypique maintenant de nos jours. Je vais vous lire la description de l'ampli. Le Virtuose PP50 comporte 6 entrées. Alors, on va regarder ça sur le schéma. Non, c'est pas ici, c'est ici. 4 entrées mélangeables pour guitare d'une sensibilité de 4 millivolts. Alors déjà, je suis très étonné, parce que 4 millivolts, pour des guitares électriques, même des années 60, on va dire les Strat, ou etc., un single coil, ça délivrait beaucoup plus que 4 millivolts. Alors je sais pas, il faudrait peut-être en discuter avec des spécialistes des micros et puis des guitares vintage de l'époque. 4 millivolts, ça me paraît très faible. Alors déjà, on s'arrête ici et on peut voir sur le schéma que les 4 entrées guitare, elles sont là. A1, A2, A3, A4. On a ici RG1, RG2, RG3, c'est 220 kΩ. Et ici, on a le potentiomètre P1 de 1 mégohm. Alors, on peut voir déjà, là, ici, avec le potentiomètre de 1 mégohm et les 220 kΩ, qu'on va avoir un comportement assez bizarre de l'entrée de l'amplificateur. Parce qu'on va avoir, en gros, une impédance qui va varier suivant le réglage de gain de P1. Et ça ne va pas être sans conséquence sur le son de la guitare. On va avoir plus ou moins le respect des aigus de la guitare. Ça dépend du câble, ça dépend des capacités parasites du câble de la guitare, ça dépend de la guitare elle-même, ça dépend des capacités parasites de l'entrée de l'ampli. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais quand on va baisser le gain de l'entrée, petit à petit, on va avoir un effet de filtrage qui va nous faire perdre ou gagner des aigus. Donc, il va falloir choisir un gain qui soit compatible avec la couleur de la guitare et le niveau d'entrée qu'on veut avoir. Si on veut avoir un niveau d'entrée très fort et un peu saturé ou pas. Ça va être chaud parce que le niveau d'entrée, et Nico m'a dit que cet ampli avait un son assez sale, je veux bien le croire, parce que on va très vite saturer l'entrée, là, on va très vite être complètement destroy. Mais comme Nico m'a dit qu'il adorait le son de cet ampli, évidemment, je n'y toucherai pas. Hein. On pourrait modifier ça, mais moi, j'y toucherai pas. Le F86 en entrée, ici, c'est une pentode. C'est une pentode qui est dans une utilisation atypique en entrée d'un ampli guitare. C'est assez rare. Il y a eu quelques amplis guitare comme les Vox, les AC10, les AC15. Je crois qu'il y a eu un Fender aussi au tout début qui avait des pentodes. Il y a eu quelques modèles d'amplis assez connus qui utilisait des pentodes. Je me suis d'ailleurs documenté à ce propos-là pour le Filmosoon de Camille Rustam, parce que le Filmosoon a aussi une pentode de F86 en entrée.
Et ça marche très 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 bien. Alors pourquoi on met une Pantone F86 en entrée? Parce qu'elle a un gain énorme, énorme. Elle a, je ne sais plus combien de fois plus de gain qu'une 12EX7 traditionnelle, hein, dans les amplis, mais elle a un gain énorme. Ce qui fait que quand on regarde le schéma, là, derrière, on a des 12 AT7. Et les 12 AT7, on a un gain très faible. On n'a pas de 12 AX7 dans cet ampli, sur tout l'ampli. Pourquoi? Parce que le F86 a un gain de dingue et c'est pas la peine de amplifier encore derrière. Elle fournit largement à elle toute seule de quoi continuer la chaîne d'amplification. C'est aussi une lampe qui a beaucoup de dynamique, qui est très percutante à condition de bien être chargée au début avec une impédance assez élevée. Alors là, je pense que là, on va voir, hein, mais je pense que l'impédance, ça va être un peu bizarre suivant le réglage de gain qu'on va avoir sur les entrées guitare. On va voir. Mais on peut déjà s'attendre à quelque chose d'assez atypique. Un comportement assez atypique et quelque chose d'assez atypique. Et sûrement très intéressant. Donc on continue notre analyse. Ensuite, on a une entrée pour micro d'une sensibilité de 10 millivolts. Alors l'entrée micro, elle est ici. Je vous montre ça. Ici, on a l'entrée micro. Donc 10 millivolts, bon, pour l'époque, c'est plutôt bien, ça reste quand même assez... Par contre, je ne sais pas combien fait P3, mais alors pareil, là, on va avoir une impédance d'entrée qui se balade pas mal quand même. Bon, bref. Une entrée pour pick-up cristal d'une sensibilité de 150 millivolts. Alors l'entrée pour pick-up cristal, elle est ici. Et je pense, alors ici, il y a une flèche. Je pense donc qu'il y a un potentiomètre ici et qu'on attaque en fait ici la grille. On attaque la grille de la deuxième 12 AT7. Je pense. Et si vous voyez là ici, on récupère le signal d'entrée du micro. Mais on a, si vous voulez, ici et ici, là et là, on a deux gains séparés pour le micro et pour la tête cristal. Alors la tête cristal, en fait, c'était... les têtes magnétiques, elles ont été inventées dans les années 30, 20-30 je crois. Les têtes magnétiques telles qu'on les connaît, mais c'était des moving coils, c'est-à-dire que c'était des petites bobines qui se déplaçaient autour d'un aimant. Donc on créait, évidemment, il y avait une pointe de lecture, hein, comme on connaît maintenant, sauf que ces têtes, on ne savait pas trop miniaturiser, ces têtes étaient extrêmement lourdes, grosses et chères à produire. Est arrivé les têtes cristal. Alors les têtes cristal, qu'est-ce que c'est? C'est un quartz qu'on déforme. Et ce quartz est déformé grâce à l'action d'un saphir qui lie le rayon sur le vinyle. À l'époque, on était en mono. Hein. Et cette pointe, alors en saphir ou en osmium, un métal assez dur à l'époque, il y a une vibration. Cette vibration est transmise au quartz et quand on déforme un quartz, on crée un champ électrique aux bornes de ce quartz. Et c'est ce champ électrique qu'on récupère et qu'on réamplifie derrière. 150 millivolts. Alors, l'avantage des têtes cristal, c'était qu'on n'avait pas besoin de préampli de fou, comme on aura besoin après avec les têtes magnétiques, parce que déjà 150 millivolts, c'était un beau niveau. Après, quand les têtes magnétiques... Alors, c'est pas qu'elles arrivent dans les années 70, j'allais dire, elles arrivent dans les années 70. En fait, la tête magnétique existe depuis les années 50, même 30, hein, puisque si on va plus loin. Sauf que, moi, je parle de la démocratisation des têtes magnétiques, c'est les années 70. Hein. Et là, on est quand même sur des niveaux extrêmement faibles, puisqu'on est de l'ordre de... alors de 0,3 millivolts à, on va dire, 10 millivolts, voire un petit peu plus.
Alors, il y avait deux systèmes de lecture pour sur les têtes magnétiques. Il y avait les têtes magnétiques MC, Moving Coil, c'est-à-dire comme dans les années 30, avec les bobines qui se déplacent à l'intérieur. C'est microscopique, hein, c'est vraiment du miniature. Et puis, on a les MM, c'est-à-dire Moving Magnet. Ce sont les aimants qui se déplacent. Ce sont les MM, hein, qui vont prendre la majorité du marché. Les MC, les moving coil, ça existe encore. Il y a même encore des fabricants actuellement. Ça coûte une fortune, vraiment une fortune. Donc ce sont les cellules MM qui, moving magnet, qui ont pris l'ascendant sur tout le reste, y compris le cristal, parce que le problème des têtes cristal, c'est qu'elles avaient une bande passante extrêmement limitée, c'était que du médium. Donc là, on est sur tête cristal au niveau, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas brancher on ne pourrait pas brancher une tête magnétique, hein. Et en plus, on n'a pas si je regarde bien, on n'a pas de correction RIA. Donc, pour lire les disques modernes, limite. Enfin, même pas limite, impossible. Donc voilà, on a ces deux entrées là. Et le tout, alors je continue à vous lire le descriptif. Donc on a donc P2 c'est le réglage du niveau de la voix guitare, hein, global. Là on a le gain, là on a le niveau guitare global, des 4 guitares en fait. Ensuite on a P3, le réglage du niveau micro, donc P3 est ici, hein. Je vais effacer, puis je vais vous refaire effacer, voilà. Donc P3 est ici. On a P4, c'est le réglage du pick-up. Alors P4, je pense qu'il est ici, P4. Vous voyez, là, on voit une petite flèche. Je pense que P4 était ici. Ensuite, on a P5, qui est le réglage du niveau global. Alors P5, on le voit ici. P5, il doit être là, ici. Voilà. Puisqu'on voit un petit P5 ici. Donc on avait réglage du micro en entrée ici. Réglage du pick-up, je vais le faire comme ça, tiens, pouf, pouf. De la tête pick-up, de la tête cristal ici. Et réglage global ici, qui va se mélanger au volume de la guitare. Ce qui fait qu'on a des niveaux pour à chaque étape et pour chaque instrument, entre guillemets, qui arrive sur l'ampli. Ici, donc, on a cette 12AT7 qui est la mélangeuse, hein, de tout ce bazar. Et ensuite, on va aller sur les corrections ici. Alors, on a P6, c'est le réglage des graves, donc P6, il est ici. On a P7, réglage des aigus. L'étage de sortie est constitué par 2 pentodes. Alors, il passe tout de suite à l'étage de sortie. Les différentes entrées. Oui, il faut quand même parler de la dernière triode, la numéro 3. Qui est une double triode, c'est une déphaseuse à couplage cathodique. Donc un déphasage assez classique. Là, on voit qu'on a les sorties ici X et Y ici, qu'on va retrouver ici et je pense ici, oui, ici, pour attaquer les EL34. Donc on a bien un déphasage. Barre-toi, toi. On a bien un déphasage. Le déphasage arrive sur les deux EL34. Et après, l'étage de puissance des EL34 est très classique. Et on sort sur un transfo qui a une particularité, c'est qu'il a de multiples sorties. Là, ici.
Alors il y a des sorties, en gros, on se balade entre 2 ohms. 2 ohms et alors j'arrive pas à lire. 2 ohms et 500 ohms. 500 ohms, ici, là, 500 ohms. Et on part à, j'arrive pas à lire, 1,5 ohms, je crois, hein. Et ici, alors, on a quelque chose, il n'en parle pas dans le, qui est marqué sur le transfo, c'est marqué ligne. Et je pense, comme ici, on voit avec R34, il y a un pont diviseur avec un condensateur et un pont diviseur qui ne laisse passer, d'ailleurs, un condensateur de filtrage qui ne laisse passer que les composantes alternatives. Je pense que c'est une sortie ligne pour récupérer ça, pour envoyer sur un autre ampli de puissance ou sur un magnétophone. Je vois que ça comme utilité, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Il faudrait voir d'ailleurs si le son ici, là, sur cette sortie ligne, est pas intéressant parce que il doit y avoir une déformation du signal en plus grâce au transfo et on peut peut-être avoir quelque chose d'intéressant sur cette sortie ligne. On verra, on fera les tests hein, de toute façon, grandeur nature. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'alimentation. Alors, je vous efface tout ça. L'alimentation, ici, on a une GZ34. Alors, ce n'est pas le cas du tout de notre ampli. L'ampli qu'on a, là, qu'a fait le grand-père de Nico, ce sont des diodes silicium, ce qui est plutôt intéressant. D'ailleurs, j'ai regardé un peu comment c'était fait. Ça ressemble beaucoup à l'alimentation d'un Twin des années 66, etc. Donc, à mon avis, il a dû s'inspirer de l'alimentation des Twin, des Fender de l'époque. Parce qu'on a je vous montrerai, mais on a des condensateurs juste derrière la sortie des diodes qui sont double condensateurs qui sont équilibrés de telle manière que c'était fait enfin c'était pas fait que sur les Twin, mais on connaît ça sur les amplis Fender et je pense qu'il y a eu une source d'inspiration à cette époque. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, là je pense qu'on a fait le tour, hein. Donc ici, si je vous montre ici, on a toutes les tensions dont on va avoir besoin, sachant que ici HT1 c'est à la base 410 volts. Hein, ici on a 410 volts. Et puis après on a 375. Là c'est illisible, là c'est lisible aussi, HT5, HT6. Bon, de toute façon, la tension baisse au fur et à mesure, il y a des résistances. Hein. Et puis on a des condensateurs de filtrage à chaque fois, c'est très classique. Hein. Très classique. Et on a la self ici. Et voilà, on a ces deux. Alors ici, on n'a pas de GZ, on a juste des diodes, comme ça, ici. Comme ça, là, pouf, pouf, ça vient là. Et là, on a une cellule. On a une cellule de filtrage ici, qui est typique aussi, qu'on retrouve sur les Twin Fender. Et je regarde la valeur des résistances, R35, à mon avis, c'est dans les 200 kOhms. R35, 470 kOhms. On peut mettre en fait des résistances d'équilibrage comme ça sur les condensateurs. Ça c'est alors deux condensateurs en série, leur valeur se divise. Hein. Alors c'est C23 et C24 hein, si je ne m'abuse. Oui, C23, C24. C23, C24, c'est des 50 microfarades. Donc en série, ça fait plus que 25 microfarades. Ils sont en série pourquoi? Parce que à l'époque, les condensateurs haute tension, ça coûte cher. Donc la tension va être divisée par 2 à leur borne. Et pour qu'elle soit égale, parce que les condensateurs ne chargent pas de la même manière, hein, il n'y a pas un condensateur qui charge à la même vitesse, on va dire. On a deux résistances d'équilibrage pour qu'il n'y ait pas un condensateur qui s'use, qui vieillisse prématurément plus vite que l'autre. Hein.
Donc voilà, bon, ça c'est assez classique. Il y a aussi très important ici, là, qui est reprise ici, et qui va, je pense, au travers d'une résistance ici, sur la grille de la 12 AT7 de la première AT7, une contre-réaction. Alors, cette contre-réaction a un effet bénéfique sur la bande passante de l'ampli, élargit la bande passante, ça diminue la distorsion et ça apaise, on va dire, l'ampli. Plus on va augmenter le volume, on va arriver un peu au taquet, plus la contre-réaction va être importante et va limiter la saturation et la puissance maximale. Saturation entre guillemets, hein, parce que si on veut faire saturer, on va faire saturer, il n'y a pas de problème. Mais on a une espèce de, si vous voulez, c'est un asservissement de la sortie sur l'entrée qui permet de pas avoir, de pas partir sur des puissances absolument incroyables. C'est un phénomène de balance entre la sortie et l'entrée. Pour garder contre-réaction dans les amplificateurs, contre-réaction négative, hein. Négatif feedback, boucle négative de feedback. C'est archi classique. Alors, sur les amplis guitares, tous les amplis guitares n'ont pas de contre-réaction. Certains Fender en ont, certains Marshall en ont, d'autres en ont pas. Ça dépend le choix qu'on fait. Si on veut un amplificateur qui va être meilleur, pour moi, la contre-réaction, ça rend le son de la guitare meilleur en clean. Il est plus riche parce qu'on élargit la bande passante. Il y a le gars de, je sais plus comment il s'appelle, de la chaîne YouTube audio et radio à tube qui a un très bon article complet, 45 minutes sur uniquement la boucle de contre-réaction. Il y a vraiment beaucoup à dire. Moi, je vous renvoie là-dessus. Si vous voulez vraiment approfondir la boucle de contre-réaction, allez le voir. Il est génial. En plus, c'est le prof dont on rêve tous. Donc voilà, donc on a cette contre-réaction. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur cette contre-réaction? Oui, moi je l'ai fait sur le Field Mode Sound. On peut, ici, la contre-réaction, on peut transformer ça avec un potentiomètre et un condensateur à la masse, ici. Condensateur dont on va choisir la bonne valeur. On va dire 220 nanos pour commencer. De toute façon, on fait ça, la strat sur les genoux, hein. Et ça, c'est génial. C'est génial comme réglage. C'est le réglage de présence, hein, sur certains Marshall ou sur certains Fender aussi. Si vous jouez sur la valeur de ce filtrage de contre-réaction, vous allez voir que vous allez avoir des sons assez intéressants. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, bah écoutez, là on a fait le tour. On a ici du 6,3 volts avec un potentiomètre ici, qui est un potentiomètre d'équilibrage pour... attendez, je vous efface ça. Qui est un potentiomètre d'équilibrage, donc ici, pour créer un point milieu virtuel et pour éliminer les ronfles... Les ronfles qui sont dus aux filaments qui sont alimentés en alternatif. On peut, sous certaines conditions, récupérer un petit hum à 50 Hz si vous êtes en Europe. Et alors, il y a deux manières de faire, hein, pour éliminer cette ronfle. Soit on a un transfo avec un point milieu ici, et dans ce cas-là, on met ce point milieu à la masse, et là, on est tranquille. Soit il n'y a pas de point milieu, et à ce moment-là, on rajoute. Alors, ça peut être ici, là, donc rajouter ici 2 résistances de 100 ohms, ou si on veut chiader, on met un potentiomètre de 200 ohms ici,
Et on va régler au millipoil l'équilibrage des enroulements du transfo par ce point virtuel, ce point milieu virtuel. Alors, personnellement, à chaque fois que j'ai mis un potentiomètre ici pour éliminer le hum et que j'ai joué avec pour voir si c'était efficace, je sais pas, c'était le... Parce que c'est un peu... Des fois, il y en a besoin, des fois, il n'y en a pas besoin. Ça dépend du câblage, ça dépend de beaucoup de choses. Ça n'a jamais été efficace pour moi. Les deux résistances de 100 ohms étaient parfaitement suffisantes. Après, mettre un potentiomètre, j'ai jamais trouvé que c'était vraiment très très efficace. Ou alors, il faut vraiment avoir un gros problème de hum avec les filaments. Moi, j'en ai jamais eu vraiment beaucoup. Ça dépend aussi beaucoup de la conception de l'ampli. Si les câbles filaments ne sont pas bien positionnés dans l'ampli, on peut récupérer du hum et à ce moment-là, ça peut être efficace. Mais quand on fait bien, quand l'ampli est bien fait, normalement, on n'a pas besoin. Par contre, c'est toujours mettre un point milieu avec les 100 ohms, les deux résistances de 100 ohms. Hein. Ça, c'est quand même une bonne pratique. Voilà, après, il rentre un peu dans des petits détails qui ne sont pas très importants. Voilà. Donc on a notre base, on a compris comment ça fonctionnait, on a compris un peu quelles étaient ces différentes entrées, etc. Alors les entrées, il y a beaucoup de fiches bananes hein, dedans. Il y a de la DIN, il y a du jack, il y a de la fiche banane pour les haut-parleurs, etc. C'est d'époque et moi je toucherai à rien. Il faut que ça reste d'époque parce que c'est ce qui fait son cachet à cet ampli. On a tout ce qu'il nous faut pour attaquer, là, rentrer dans le dur, la remise en état de cet ampli. Donc la prochaine vidéo, ça va être, là on rentre dans le gras du truc. Allez, à plus, portez-vous bien, faites gaffe à vous, etc., etc. Salut!